Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir À poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Juan Arbelaez. Tout le monde m'a dit ne fais pas ça, en France on n'aime pas les chefs qui gagnent de l'argent, qui font du business, qui sont partout, qui sont connus. Je dis mais quel est le problème? On peut être entrepreneur et chef en même temps. Pourquoi Juan? Parce qu'il prouve qu'on peut réussir en France sans être issu du sérail, avec de la niaque et beaucoup de travail, et ça fait du bien. Mais aussi parce qu'il cache derrière une belle gueule une vraie intelligence de la restauration et arrive à manœuvrer entre cuisine d'auteur, bistronomie sexy et compo plus concept. Avec Juan, nous avons parlé d'aventure à sac à dos, de French cancan et de tatouage. Bonne écoute! Alors bonjour Juan. Bonjour. Donc tu es arrivé en France avec des rêves de cuisine à 18 ans, de Bogota où tu as grandi. Exactement, oui. Aujourd'hui tu as 5 restaurants, je crois. 5. Oui, c'est ça. J'ai ouvert le 5e il y a 8 mois maintenant. Tu fais des chroniques à la télé, tu es un des chefs les français célèbres. On parle souvent de success story à l'américaine, mais je me demandais si dans ton cas on pouvait parler de success story à la française. Je pense qu'on peut parler d'une success story à la française avec une belle influence colombienne. Aujourd'hui, je pense que mon cœur est français. Je suis tombé complètement fou amoureux de ce pays, de ce terroir, de ses traditions, de sa culture. Et en même temps, je pense que mon âme reste colombien. On dit souvent en Colombie qu'on est un peuple qui a beaucoup souffert. Qu'on est un peuple à qui on a coupé les jambes mais on n'a jamais cessé de marcher, parce que c'est un peuple que même avec des moments très durs, avec tout ce que le narcotrafic a fait pour nous, la drogue, les moments difficiles, aujourd'hui on n'a jamais baissé les bras et on a continué à avancer, à essayer de mettre en avant ce joli pays. Donc je pense que c'est un beau mélange de ces deux cultures qui habitent aujourd'hui en moi. Et pourquoi la cuisine et pourquoi Paris? La cuisine, parce que quand j'étais petit, depuis gamin, je tournais dans les réunions familiales étaient toujours tournées autour de la cuisine. Ce qui était fédérateur en fait les week-ends et la raison pour laquelle on se voyait tous ensemble, c'était la cuisine. C'était mon grand-père qui faisait un plat de pâtes avec une sauce tomate incroyable, qui faisait mariner dans une petite barrique de cognac qu'il avait pour donner un peu le goût de bois. Ma mère qui faisait la tilapia au capre, qui est un poisson de rivière typique de chez nous, et c'était vraiment la raison pour laquelle tout le monde se réunissait. Donc j'ai toujours trouvé que la cuisine faisait partager des moments. C'était ça unisait, tu vois, c'était un lieu de convivialité, c'était une raison de partage qui était magique, et j'ai toujours trouvé ça incroyable. Mais mon grand-père et ni ma mère ont fait de ça leur travail. Mais je pense que j'ai accompli leur rêve en troisième personne. Et j'ai toujours été passionné de ça. À 14 ans, je fais ma première quiche qui était dégueulasse. Mais je la tente quand même. Et petit à petit, je suis un peu tombé dans la soupe. C'est un peu le cas de dire. Mais je me suis dit, il faut absolument que je fasse de la cuisine. À ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que j'aille dans le plus bel endroit au monde pour la cuisine. Il y avait Londres qui a toujours été un bon pôle gastronomique, il y a New York, il y a San Francisco, il y avait aussi au Japon, mais Paris c'est Paris. Je trouve qu'à Paris il y a un truc qui se crée parce qu'il y a des chefs du monde entier qui viennent, qui ramènent un peu leurs techniques, leurs produits, leurs pâtes. Et on crée une espèce de nucle incroyable qui est toujours en synergie, c'est toujours en train de bouger, et ça fait que aujourd'hui à Paris, tu as une quantité de restaurants incroyable que pour 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 euros, tu as une offre qui est gigantesque et où tu peux te régaler à n'importe quel étage de la pyramide économique. Et je parlais un peu français, j'avais un accent qui était beaucoup plus présent, qui était plus fort, et que j'ai je dirais sculpté avec le temps.
Mais c'était Paris. Pour moi, c'était Paris. C'était le rêve. C'était une des villes les plus incroyables. Paris, c'est assez magique parce que n'importe quel angle est une œuvre d'art. C'était un rêve pour moi. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'accomplisse dans la plus belle ville au monde. Et t'es arrivé avec ton sac à dos un peu, je crois, enfin pas beaucoup d'affaires. C'était ça, j'avais juste un sac avec dedans j'avais les premiers couteaux qu'on m'avait offerts, j'avais quelques t-shirts, quelques pantalons, de quoi vivre. En plus j'arrive en janvier, on était un peu en hiver et j'avais pas du tout prévu assez de pulls, de vestes, de rien du tout. Moi j'arrive de Colombie comme un touriste et je me souviens le premier hiver était affreux parce que j'étais pas du tout prêt. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es venu ici, au niveau de la cuisine, je veux dire? C'était, moi je suis arrivé et c'était pour travailler dans une école de cuisine. Je suis arrivé pour travailler au Cordon Bleu, qui est une école, à l'époque c'était dans le 16e arrondissement, rue Le Honde de l'Homme. Et pour moi ça a été, c'était magique parce que je suis pas arrivé pour prendre des cours, je suis arrivé pour travailler directement. Donc du coup, c'était bouleversant comme expérience. Moi, je faisais le déjeuner pour les chefs. C'était ma façon de créer des crédits pour pouvoir payer mes études après, parce que j'avais pas les moyens de me payer une école. Du coup, j'avais négocié pour travailler et pouvoir payer mes études avec. Et du coup, je suis directement mis sur le fait accompli, sur la cuisine, sur les taillages, sur les mijotages, les saisissages, la totale, quoi. Et j'ai été piqué. J'avais plusieurs travails. Je travaillais le matin en cuisine pour payer mes études, de 6h30 à 15h. À 15h30, je rattaquais dans un bar qui s'appelait le Cameron, place Cameron, et j'étais barman là-bas. Barman et serveur. Et jusqu'à 2h du matin. Et je dormais très très peu. Je bossais 7 jours sur 7. Et j'ai fait ça quasiment pendant 2 ans. Donc du coup, je me suis vraiment rendu compte que ce métier, je l'aimais beaucoup, quoi. Et après, tu as réussi à passer le diplôme, je crois. En fait, en même temps, en parallèle, comme j'étais assistant des cours, j'assistais à toutes les classes qu'il y avait, et du coup, mine de rien, j'apprenais énormément. Et un jour, j'avais pas fini encore mes études. Un jour, il y avait l'examen final, un des examens finaux, et il y a un gars qui se présente pas. Comme j'étais très proche des chefs parce que je faisais leur déjeuner, moi j'étais un peu le communal de tout le personnel, donc du coup je pose la question au chef si je peux passer l'examen à sa place, à la place de la personne, et il me laisse faire et je finis premier. Et le jury externe, qui était un jury qui faisait pas partie de l'école, il y a un des gars qui posait la question de qui avait fait ce plat-là. Du coup, moi, je lève la main et il me dit, il faut absolument qu'on discute après, tout à l'heure. Et moi, j'étais dehors, je fumais à l'époque, j'étais en train de fumer ma cigarette. Et lui, il sort et il me dit, écoute, c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je lui dis que mon rêve était de rentrer chez Pierre Gagnère, mais Pierre Gagnère ne prenait pas des stagiaires du Cordon Bleu, ni quasiment de nulle part à l'époque. Et il sort son portable et il appelle Pierre Gagnère. Et 4 jours après, j'étais en train de faire un essai chez Gagnère. Et du coup, je fais 1 an chez Pierre Gagnère. Je travaille 1 an là-bas, rue Balzac. Donc là, c'est vraiment l'expérience la plus tarée que je fais de ma vie, parce que c'est vraiment la première fois que je bosse dans un vrai restaurant, avec des vraies méthodes de restaurant, avec de vrais services, c'était une folie totale, quoi. T'es arrivé commis? J'étais stagiaire. Ouais. J'étais stagiaire, ouais. Et j'ai fini commis à la fin, mais oui, j'étais stagiaire. De là, je sors, je pars de chez Gagnère, j'avais des papiers d'étudiant à l'époque, j'étais que stagiaire, donc du coup, il a fallu que je transforme mon titre de séjour. Et j'ai négocié avec un petit bistrot pour qu'il me fasse les papiers, parce que c'est une demande qui doit être faite par une entreprise. C'est une quantité de paperasse énorme, il faut que l'entreprise paye. C'est assez compliqué. Et du coup, j'ai trouvé la personne qui me fasse qui fasse le dossier, et en échange, il voulait que je reste chez lui 1 an. Donc, du coup, je reste chez lui 1 an. Et après cette année, j'apprends que un des sous-chefs du Georges V était colombien. Et je passe un coup de fil, je dis, est-ce que Weimar Gomez est là? Et ils me disent, oui, il est là, je vous le passe. Il passe au téléphone et je lui dis, écoutez, je suis colombien, voilà mon histoire, j'aimerais trop rentrer chez vous, aller bosser au Georges V. Et il me dit, écoute, on se voit demain. Rendez-vous au Georges V. Et je rentre au Georges V.
Je fais 2 ans là-bas et je fais la galerie, donc la brasserie du Georges V qui m'a appris énormément toute la partie de quantité, tu vois, c'est on fait 400 couverts par service et c'est assez monstrueux. Plus les petits déj, plus c'était un type de cuisine que je connaissais pas. Après ça, je fais 2 ans, je fais un peu du 5, je passe au Bristol où je vais faire 6 mois et après je suis appelé par Top Chef. Du coup, expérience Top Chef. J'aimerais revenir là-dessus, enfin juste sur les circonstances de ton appel dans Top Chef. J'ai cru comprendre que c'était des amis qui qui avaient envoyé ta candidature en cachette. Ouais, c'est des potes en fait qui m'ont dit t'es pas capable de faire Top Chef. Je dis les gars, je suis capable de tout moi, pas de problème. Et, ah bon, bah d'accord, on va voir. Mais moi, je pensais qu'ils déconnaient, quoi. Et les mecs, ils ont envoyé mon CV, une lettre de motivation qu'ils ont écrit à ma place. Et un mois après, on m'appelle, oui, bonjour, je suis Céline du casting Top Chef de M6. Je dis oui. Vous nous avez déposé votre CV non. Bah, on veut vous voir. Je dis bon, bah écoute, on perd rien. Et j'ai été les voir et j'ai été pris. C'était en 2012 Ouais, le tournage était en 2011. Diffusion, ouais, c'était janvier-février, je crois, 2012, ouais. Plus ou moins. C'était comment, Top Chef? Franchement, c'était une expérience. Tu n'apprends pas grand-chose, parce que c'est plus un challenge, ça te fait t'ouvrir les yeux et tu te rends compte à quel point tu peux être naze pour des choses que tu crois que t'es très fort et très doué. Mais après, pour moi, Top Chef était une expérience très enrichissante. Pour moi, Top Chef, le plus important, c'est pas comment tu le vis pendant que tu le fais, mais c'est comment tu le vis une fois que c'est diffusé. Top Chef est un espèce de coup de lumière énorme. Ça te permet c'est un peu comme si tu étais un comédien et on te permet de jouer face à Tarantino, à Spielberg, à des grands directeurs de cinéma. Si t'es une buse, bah tu sortiras jamais du lot. Si t'es assez bon et que t'as un peu de potentiel sympathie et un peu de charisme, les gens ils t'aiment bien. Donc je pense que Top Chef c'est une grande économie de travail. C'est une belle carte de visite. Ça te met en relation avec beaucoup de journalistes, avec beaucoup de chefs, avec beaucoup de ton banquier te reconnaît. Tu vois, c'est des choses qui ça aide. Bah, ça aide. Accélérateur. Ouais, mine de rien, ça aide. C'est accélérateur, comme tu le dis. C'est une vraie propulsion. Et je pense que j'ai économisé 10 ans de ma vie, ouais. Moi, je rêvais à 40 ans d'ouvrir mon premier restaurant. T'en as 30. J'en ai 30 et j'en ai 5. Donc, oui, c'est pas mal, là. Disons que la rapidité du truc, l'explosion a été très bénéfique. Donc, oui, c'était une expérience magique. On a transformé l'essai, ouais. Transformé l'essai Top Chef. Exactement. À tes débuts, tu te souviens quel chef tu admirais? Bah, quand je suis arrivé en France, c'était Pierre Gagnère. C'était vraiment tu le connaissais en Colombie? Il était connu? Oui. Ouais. Oui, bah c'est un chef qui est quand même qui est mondial là aujourd'hui. Gagnère, il est connu mondialement. Il a 3 étoiles dans plusieurs endroits. Il est multi-étoilé. Donc du coup, et je trouve que son image est magique. C'est un gars qui a aujourd'hui presque 70 ans et qui est il est toujours à la pointe de la créativité. C'est un vrai artiste. Il a un vrai pétocasque. Mais c'est un beau pétocasque. C'est un pétocasque mais c'est un pétocasque qu'ont tous les artistes. Qui les rend attachants, qui les rend charmants, qui les rend uniques. C'est un pétocasque qui a Picasso, c'est un pétocasque qui a, tu vois, et j'ai toujours trouvé ça incroyable. Le personnage, je l'ai toujours trouvé magique. C'est un gars qui est capable de prendre la sauce d'un dessert pour le mettre avec le poisson, et qui n'a pas de limite. Et ça fonctionne. Ce qui est fou, c'est que ça fonctionne. Donc du coup, j'ai toujours admiré sa façon de voir le produit, de voir ça de la cuisine, quoi. Et de se relever. Parce que lui, il a tout perdu à Saint-Étienne. C'était pas facile pour lui et pourtant, bah, il a remonté son truc derrière, même si c'était pas facile. Donc, je pense que c'était un grand exemple, je l'ai toujours admiré. Paul Bocuse pour tout le monde, hein, comme d'hab, hein. C'est un symbole de la gastronomie, le gars qui a fait sortir le cuisinier de ses cuisines pour que les clients le voient. Fédérateur d'une cuisine moderne, d'une cuisine qui était innovatrice à l'époque.
Donc oui, il est admirable par toutes les personnes qui fassent ce métier ou pas. En 2013, tu as ouvert ton premier restaurant à Boulogne, Plancha. Exactement, donc je sors de Top Chef, je fais 1 an à la Cajou avec Jean Humbert. Je deviens chef exécutif chef de cuisine de son resto et je gère le resto pendant 1 an. J'avais envie de vivre cette expérience parce que j'avais envie d'ouvrir mon restaurant et j'avais envie de commettre les erreurs mais en chair voisine, tu vois. Je voulais pas que ça soit... Non, mais je voulais apprendre à gérer un restaurant, tu vois. C'était important pour moi avant d'ouvrir le mien et c'est ce que j'ai fait. 1 an après, j'ouvre Plancha, 58 rue Gallieni, le lieu le pire placé au monde. J'allais te demander pourquoi la banlieue. C'est un endroit merdique, mais j'avais pas d'argent. Le propriétaire de Plancha était un Colombien, Enrique Solano, et ça lui appartenait. Et en fait, on me l'a présenté, on m'a dit, je connais un Colombien qui a quelques soucis là-bas. Est-ce que tu peux aller l'aider? J'ai été l'aider, lui donner un coup de main et voir ce que je pouvais faire. Et en fait, je trouvais que le restaurant avait quelque chose. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux on s'associe, tu me files des parts. Et de toute façon, t'es en train de perdre. Donc si on perd, on divise en 2. Si on gagne, on divise en 2. Il a été hyper fair play. On s'est engagé ensemble sur le projet. Et Plancha explose. Plancha explose au mois de septembre. On est complet 3 mois à l'avance. Ça devient je pense que c'est un des restos icônes et emblématiques de Boulogne, quoi. Aujourd'hui, quasiment tous les Boulonnais connaissent Plancha. Donc, c'était vraiment un truc magique. Et ce restaurant a une âme. Plancha a quelque chose que pas tous les restaurants ont. C'est que quand tu rentres, tu te sens bien. Il y a un truc qui se fait. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un souvenir très festif. Je trouvais qu'il y avait du monde, de la vie, des couleurs. Ouais. C'est un restaurant où les murs sont tagués, il y a du graphe partout. C'est extrêmement vivant. C'est extrêmement, il y a une vie. Il y a une âme dans ce resto. C'est comme ça que je le décris. Donc tu as transformé aussi l'essai de la banlieue en succès. Oui, j'ai transformé l'essai de la banlieue. Tout le monde m'avait dit, mais va pas à Boulogne, qu'est-ce que tu vas faire à Boulogne? C'est quand même paumé, t'es loin du métro, et j'ai pris le pari. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que le loyer était assez faible et que les gens m'ont pris pour un fou. Qu'est-ce que c'est ce taré qui va s'installer au fin du trou des fesses de Boulogne, quoi. Et du coup, je trouve que et je pense que les journalistes l'ont bien pris, ils se sont dit, il est quand même un peu timbré, quoi. Passer de chez Gagnère, Bristol, Le Georges, toutes ces expériences et finir rue Gallieni à Boulogne, il est complètement timbré celui-là. Et du coup, ça a fait venir du monde. À Boulogne, il y a quelque chose qui est assez sympa qui se passe, c'est que les Boulonnais adorent se passer les adresses. Tu vois, c'est le dimanche ou le jeudi à l'apéro, ils se disent, j'ai trouvé la pépite de nouveau resto, machin. Et ils adorent se passer ces petites infos et je pense que ça nous a beaucoup aidé. J'ai appelé ça la com underground boulonnaise parce ça a créé un peu des réseaux comme le métro, tu vois, un peu partout. Il se passait le mot de bouche à oreille et ça nous a fait un bien de fou. Après Plancha, j'ai commencé, quand Plancha a commencé à fonctionner, je me suis un petit peu intéressé à ce qui était la partie aussi un peu financière, ce qui était la France dans l'économie. Je me suis rendu compte que en fait la France est un pays qui est très intelligent parce que ça te pousse à investir, parce que plus tu gagnes de l'argent, moins tu gagnes de l'argent. Donc du coup faut investir, faut créer de l'emploi, faut créer du travail, ça je l'ai bien compris. Et du coup je pense qu'à ce moment-là je me suis dit il faut peut-être que tu portes une double casquette, que tu assumes ton poste de chef et de cuisinier quand il se doit, mais aussi que tu assumes une casquette de restaurateur et d'entrepreneur. Et pareil, tout le monde m'a dit ne fais pas ça. En France, on n'aime pas les chefs qui gagnent de l'argent, qui font du business, qui sont partout, qui sont connus. Je dis mais quel est le problème? On peut être entrepreneur et chef en même temps. Il y a des gens qui font, je sais pas, des trucs complètement tarés, qui sont artistes et le soir ils bossent dans un péage. C'est pas très grave, on peut tout faire, quoi. Il faut assumer. Je vais pas raconter les histoires aux gens qui m'entourent. Et du coup, j'ai pris le pari de l'assumer à 100%. J'ai ouvert un deuxième restaurant. Amer. Amer, ouais, en parallèle. Amer et Le Vin se sont ouverts un peu en parallèle. En même temps, d'accord. Un peu en parallèle, ouais. Parce qu'Amer, j'étais associé avec Mauricio Zil, oui, qui était mon premier colocataire quand je suis arrivé à Paris avec ma petite valise
et que j'avais les toilettes. Et je me souviens, dans les toilettes, je crois que je pouvais faire tout en même temps. Prendre ma douche, faire pipi, me laver les mains. C'était tellement minuscule que je pouvais tout faire en même temps. Et c'était mon premier coloc. Et du coup, c'est lui qui a repris la main. Moi, j'avais trouvé l'endroit. J'ai essayé de gérer un peu la com au début, essayer de le mettre en contact avec les bonnes personnes, mais c'est lui vraiment qui a géré. C'est pas moi, là, je travaille pas comme chef, c'est lui la tête du truc. Moi, j'ai juste été plus la partie entrepreneur. Donc Amer dans le 10e. Amer dans le 10e, et le vin. À Boulogne. Exactement, 3 rue d'Aguesseau, en face de l'église de Boulogne. En fait, à table, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des choses qui nous accompagnent tout au long des repas et qu'on oublie de mettre un peu en avant des fois. Et c'est le pain et le vin. Je me suis dit, putain, ces trucs, c'est quand même incroyable. Ça nous accompagne tout le temps et c'est comme si on les oubliait, quoi. Tu vois, personne les a jamais mis vraiment en avant. Je me suis dit, si je fais un restaurant qui s'appelle Le Vin, L-E-V-A-I-N, comme les levains, et qu'on met en avant tout ce qui est autour du pain et du vin. Et du coup, j'ai réfléchi à une recette qui a été un peu prostituée par la brasserie, qui est la tartine. Tu vois, cette tartine qui est une tranche de pain poilane avec des produits que tu mets dessus. Donc, bien sûr, si tu mets un jambon de merde avec un Saint-Nectaire de merde et que tu fais ça trop grillé, séché, dégueulasse, bah ça, c'est une grosse daube. Nous, on a voulu faire la même idée, mais avec des petits produits, avec un pain qu'on a travaillé nous-mêmes, qu'on fait griller à la plancha. On va poser dessus une épaule d'agneau confite de 7 heures avec quelques sardines, copeaux de parmesan, un peu de roquette. Et je pense qu'on est bon pour être heureux avec un bon verre de pinard. Donc le vin et aussi plein de plats en sauce où on pouvait bien sûr saucer avec ce vin. On a essayé de remettre en avant ce geste culturel un peu ancestral qui s'appelle chabreau, qui est tu sais que dans la fin de Tu mets les vins dans le exactement à la fin de ta soupe ou à la fin de ton bourguignon, de ta blanquette, tu mets un petit coup de pinard dedans et tu sauces avec. Et en fait, l'acidité du vin se mélange hyper bien avec le pain et avec la sauce. Ça s'appelle chabreau. Beaucoup de Français l'ont oublié. Et moi, je trouvais que c'était assez magique de me remettre ça en avant. Après ça, avec Enrique Solano, mon premier associé de plancha, on s'est lancé, on a trouvé ce petit endroit hyper intimiste à Ville d'Avray, une 30aine de couverts. Et là, on s'est dit, on va se faire un petit kiff, on se fait un petit bistrot, vraiment pour faire plaisir aux clients. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est un bistrot assez magique de cuisine française avec un peu d'influence d'Amérique latine. Une carte des vins entre l'Espagne, l'Italie, la France et l'Amérique latine. Et c'est un lieu où on se sent bien. Tout à l'heure, tu me disais que c'était une bonne idée d'être installé à Ville d'Avray, dans un coin où finalement il n'y avait pas beaucoup de restaurants. Ouais, non seulement il y avait pas beaucoup de restaurants, mais la clientèle est hyper intéressante parce qu'on a une clientèle qui est une clientèle du 78, les Yvelines, Saint-Cloud, Boulogne, qui est une super clientèle. C'est une clientèle qui aime bien manger, c'est une clientèle qui aime bien boire, qui aime bien boire des bonnes choses et manger des bonnes choses. Et pour nous, c'était une belle opportunité. On a créé ce restaurant depuis bientôt 1 an et demi, et on est ravis. Et on a commencé à travailler sur un projet il y a 1 an, assez exceptionnel. Le Noubé. Noubé, je l'ai repris il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Je suis devenu chef exécutif de l'hôtel Marignan où j'ai créé ouais. Noubé. Noubé, ça s'est arrêté il y a 6 mois parce qu'on l'a transformé en Limone. Oui. Limone, qui est un projet autour des agrumes. On travaille énormément avec la maison Bachès, notamment avec Étienne et Perrine qui ont racheté la maison Bachès, qui sont 2 jeunes incroyables et qui nous envoient des agrumes régulièrement pour qu'on puisse s'éclater ici directement et travailler nos petites recettes. Un concept avec du food pairing en cocktail, un concept avec une extrême fraîcheur. Je trouve que dans l'agrume, il y a une générosité, il y a un parfum et une acidité qui rend un plat d'un dynamisme magique. Je trouve que quand tu goûtes un plat qui est correctement assaisonné avec du citron, avec une mandarine, avec de l'orange, avec du pamplemousse, dès que t'as la bouchée en bouche, t'as envie de revenir. C'est un truc, c'est limite addictif comme sensation. Et le Limone, donc c'est ton restaurant, c'est le restaurant où tu es le plus aujourd'hui? Pas vraiment. Aujourd'hui, en fait, à Limone, j'ai signé la carte. C'est Alexandre qui est chef là-bas en cuisine. C'est un gars que j'ai trouvé qui est topissime, qui est exceptionnel. On travaille énormément sur la création des cartes, sur la création des concepts, sur le sourcing des produits. Mais moi, je tourne dans chaque resto. J'aime être dans tous les restos. J'aime bien les voir toutes les semaines. Donc, je fais une journée dans chaque resto. J'essaye d'y être.
Et il y a un an, j'ai commencé à travailler dans un projet avec, moi je fais mon huile d'olive depuis bientôt 3 ans, en Grèce, en partenariat avec Kallios, les frères Chantios qui ont cette marque d'huile d'olive assez incroyable et de produits grecs qui est assez incroyable. Et du coup, on s'est lancé sur le pari de faire un restaurant grec. On s'est dit que c'était dingue parce que les Français sont quand même quasiment le numéro 1 des touristes en Grèce. C'est une des destinations les préférées des Français. À chaque fois que les Français reviennent, ils nous disent c'était magique, l'accueil était dingue, qu'est-ce qu'on a bien mangé. Et pourtant en France, quand on demande des restaurants grecs, les gens ils nous disent ah ouais c'est le kebab à 6 heures du mat, le gyros c'est dégueulasse, ou les restaurants où il y a de la huchette où on pète des assiettes. La Grèce c'est beaucoup plus que ça. La Grèce, moi j'ai eu de la chance de goûter à une cuisine mijotée, une cuisine ouvrière, parce que j'allais faire les collectes d'olives et se poser sous l'ombre des oliviers et goûter la cuisine de la grand-mère qu'on appelle Yaya en fait en Grèce. C'était une expérience qui était unique et on a voulu mettre ça en avance et on a ouvert Yaya. Yaya qui est un restaurant à Saint-Ouen, encore le Paris de la périphérie. Qui fonctionne assez bien. On est très content parce que Saint-Ouen c'est un peu le Brooklyn de Paris. On a une clientèle qui est magique, qui est topissime. La déco a été faite par Olivier Saguez, par Saguez & Partners, qui est quand même une boîte incroyable. Ils nous ont fait un travail mais juste exceptionnel. C'est fou, c'est un loft. C'est taré. Entre Mykonos et New York peut-être. Il fait moins 22 dehors. Tu traverses la porte de Yaya, la porte se ferme et tu pars en vacances. T'as l'impression d'être ailleurs. Donc le travail a été vachement bien fait. C'est un lieu qui fonctionne très très bien. Donc du coup on est très content. Là, tu viens de nous parler de tes différents restaurants. Est-ce que tu t'éclates autant dans un style que dans un autre? Moi, je suis un éternel, je dirais pas insatisfait, mais je suis extrêmement curieux. Depuis que je suis gamin, même à l'école, j'étais intenable. J'arrive pas à poser mes fesses sur un lieu et rester 10 minutes, je deviens fou. Et je pense que aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre dans ça, dans la découverte de nouvelles cuisines, de nouveaux styles, de nouveaux produits. C'est pour ça que chaque restaurant, pour moi, on ne doit pas arriver à imposer aux 4 murs un concept. Moi, quand j'arrive dans un lieu, je regarde un peu la clientèle qu'il y a autour, et je regarde les murs, je regarde qui habite au-dessus, qui habite en dessous, quels sont les gens qui entourent le lieu, et c'est grâce à ça que je crée mon concept. Moi, je veux pas être juste un marchand d'assiettes et essayer de vendre le plus. Moi, ce que je veux, c'est partager un souvenir, et pour nous, ça a été la philosophie depuis le début. Nous, on veut que les gens partent un peu touchés, qui se souviennent un peu de nous. Et ça, on a essayé de le faire par le concept, par l'assiette, par le service, par la gentillesse des gens, c'est un tout. Et c'est notre travail au quotidien. Et qu'est-ce qui guide ta cuisine aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui guident ma cuisine. La première, c'est le respect. Aujourd'hui, j'ai envie de respecter de plus en plus la terre. J'ai envie de travailler de plus en plus avec des gens que je connais. C'est pas complètement possible aujourd'hui, mais on essaye de plus en plus. Les petits producteurs, comme on dit, c'est des petits producteurs. Donc du coup, pour pouvoir se fournir que en petits producteurs, c'est compliqué. On essaye de faire le maximum, et aujourd'hui, on fait la guerre pour ça. C'est les saisons. Je pense que ça, c'est une base que tout le monde devrait avoir. On devrait pas manger des fraises ou des tomates en hiver. On devrait respecter ce que la terre nous donne à son moment et à sa date. Et c'est le voyage. C'est le voyage, c'est les rencontres humaines. Tu vois, j'ai rencontré deux de mes meilleurs potes aujourd'hui, qui sont les frères Chantios, et c'est à la base une rencontre juste humaine. Ils sont venus me faire goûter de l'huile d'olive, je les ai trouvés très sympas, on a déjeuné ensemble, on est parti en Grèce, on a fait une récolte, j'ai fait mon huile d'olive, on a ouvert un resto. C'est des histoires humaines. Mes associés à Levin, c'est des producteurs de jambon et de charcuterie dans le sud de la France et dans le Tarn, en Corse un peu aussi. Pareil, j'ai goûté leur jambon, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On a créé un projet, on s'est dit il faut absolument qu'on se lance dessus, et on a créé Levin. Donc du coup c'est des rencontres humaines. Je trouve que c'est ça qui guide ma cuisine aujourd'hui. S'il n'y a pas de l'échange culturel, s'il n'y a pas de l'échange humain, s'il n'y a pas du partage, ça sert à rien. Sauf qu'il y a quelque chose qui est magique là-dessus. Et
Et c'est ça qui guide aujourd'hui ma cuisine et mon entrepreneuriat. Est-ce que tu as la création facile? Ça fait un peu grande gueule de dire que j'ai la création facile, mais je pense que ça vient facile, ouais. J'ai une chance d'être assez, je pense, ouvert d'esprit et d'avoir, j'ai été peut-être formé dans ces conditions et pour moi il n'y a pas vraiment de limite, donc du coup on essaye d'aller toujours chercher plus loin et ça pousse à la créativité. Je m'inspire énormément j'adore la photographie, j'adore la musique, j'adore les sports, j'adore le voyage et du coup c'est très enrichissant. C'est assez tu sais quand tu fais des voyages dans un pays et tu le découvres par la gastronomie, par ce marché, pas la gastronomie mais par sa cuisine, par la cuisine des gens qui habitent, par son marché, parce que ce qu'ils mangent les gens, je trouve que tu as une approche culturelle qui est extrêmement enrichissante. Et je pense que c'est ça qui m'a fait avancer, c'est ça qui me nourrit aujourd'hui. Tu es colombien, ta formation à la cuisine, tu l'as faite en France. Est-ce que ta cuisine a une identité? Est-ce qu'elle a été facile à trouver? Je pense que beaucoup de chefs, quand ils arrivent à l'état de devenir chef et qui cherchent une palette, pas une palette, mais une signature, un style exactement, ouais, un style. Je pense que beaucoup se guident vers leurs souvenirs, vers leur expérience. Moi, j'ai une chance énorme, c'est que je me différencie de mes racines, de chefs qui sont en France. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été puisé dans mes racines. J'ai fait le canard à l'orange classique, mais je vais le cuire dans une croûte de café et le finir avec du cacao amer de Colombie. Je vais faire une mousse au chocolat grand classique, mais je vais le finir avec du fruit de la passion et tu vois, c'est des choses, c'est des touches que dans mes racines et dans mes souvenirs donne une touche d'exotisme et un truc qui est assez unique. Et c'est marrant, mais un jour je l'ai sorti par hasard sur un rendez-vous sur Europe 1. Il y a une des journalistes qui me pose la question, qui me dit mais comment, c'est la question journalistique qui est complètement impossible à répondre. Comment vous décriverez votre cuisine en 2 mots? Aucune idée. Et du coup j'essaye de réfléchir rapidement et je dis peut-être en 2 mots je peux pas, mais en 3. Et il me dit alors c'est quoi? Salsa French cancan. Je sais pas si c'est 3 ou 4. Parce que cancan mais c'est une salsa French cancan. Pourquoi? Parce que j'ai la technique et toute la rigueur et le travail du French cancan, tu sais, c'est vraiment rigoureux. Ça rigole pas, quoi, dans les trucs, même si c'est très féerique. Et j'ai la salsa qui est une danse de plus de tact, moins de précision, mais plus dans l'instant. C'est solaire et je pense que ça on le retrouve dans la cuisine. Quand tu viens chez moi, en général les assiettes sont très colorées, ça taquine toujours les papilles, c'est toujours un petit peu saturé, ça va chercher les acidités, les amertumes, et je trouve que on essaye de taquiner le palais, on essaye d'aller bousculer un peu les choses et ouais, je le décrirai dans ces mots-là. Une salsa French cancan. C'est ça. Avec ta cuisine, est-ce que tu dirais que tu cherches à surprendre, à séduire, déstabiliser, nourrir, apaiser? Je pense que je cherche à partager, à charmer pour que les gens reviennent, à charmer pour partager. Tu vois, je pense que c'est plus l'ordre. À séduire. Je cherche je pense pas que je sois tout le temps à la recherche d'une découverte unique, exceptionnelle. Je pense pas que ça soit ça. Et je pense que je suis plus dans le partage. Je cherche à partager. Est-ce que tu t'es déjà interdit des choses? En cuisine? Oui. Non, je m'interdis pas des choses, mais il y a des produits auxquels je vais donner un peu plus d'importance aujourd'hui. Tu vois, j'ai vécu une période de gastronomie et de 3 étoiles très hard. Et il y a eu un moment où, tu sais, on nous disait que le bar de ligne était noble et que le lieu jaune n'était pas noble. Que le riz de veau était noble et que les rognons ne l'étaient pas. Tu vois, ça m'a gavé, quoi. Et du coup, je pense que je me suis un peu interdit de travailler des produits de luxe, ce qu'on appelle des produits de luxe, parce que moi, il y a pas de produit noble. Tu vois, pour moi, tout est noble. À partir du moment où c'est bien travaillé, où l'éleveur, le producteur, le pêcheur fait ça avec soin, il n'y a pas de produit noble. J'ai évité la truffe. Je me suis dit que il faut réussir à faire une bonne cuisine sans truffe. C'est pas
ça peut pas être le guide de tout le monde, quoi, tu vois. J'aime la truffe, mais Trop facile. trop facile. Un bout de céleri et tu râpes de la truffe, oh là, c'est exceptionnel, tu vois. C'est pas. Je me suis dit, faut aller chercher plus loin et aller chercher le talent du cuisinier. Tu prends un boudin noir, tu prends l'œuf. L'œuf, c'est un produit qui est tout le temps dans mes cartes parce que c'est un produit qui est tellement, qui historiquement nous a nourris pendant depuis très 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 longtemps. C'est un produit qui est très simple, qui est accessible à tout le monde et qui est tellement bon. Et j'ai essayé tout le temps de le mettre en avant. Donc m'interdire, non. Je pense que je me suis guidé vers plus des produits populaires, histoire de faire travailler ma créativité et pas ma simplicité de râper de la truffe dessus, quoi. C'est plus ça. Ce qui est une bonne chose. Ouais. Est-ce qu'il y a un plat dont tu es particulièrement fier? Je crois que j'ai un joli travail autour de tout ce qui est les poissons, de tout ce qui est les ceviches, de tout ce qui est le travail à cru cru et semi-grillé, parce que j'ai un peu d'influence aussi, je pense, d'Asie sur comme quand on fait un tataki, les poissons qui sont grillés en extérieur, mais travaillés à l'Amérique latine. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup, le poulpe. Le poulpe travaillé comme ça aussi. Sinon, il y a un plat que je trouve exceptionnel, qui fait aujourd'hui partie de nos cartes. C'est l'œuf parfait coquillette jambon. Ça, c'est un plat qui est assez magique, qui charme tout le monde. C'est une réduction de lait de coco et soja. On va faire les coquillettes à côté, on va les lier avec un peu de parmesan. 24 mois d'affinage, et on va poser dessus un œuf parfait avec du jambon bellota et quelques noisettes du Piémont. C'est hyper simple et c'est une tuerie. C'est un peu le plat en enfance, un peu travaillé. Le plat des petits Français. Ouais, le plat des petits Français, mais c'est quand tu le travailles bien, non seulement t'as un déclic, tu génères un déclic dans la personne de souvenirs, mais en plus c'est vraiment bon, quoi. Donc en général, on a des très bons retours là-dessus. Ouais. Et le plat qui t'a donné le plus de fil à retordre? J'ai toujours été un grand fan du lièvre à la royale, un grand fan, et j'ai toujours essayé de faire le lièvre à la royale roulé comme tous les chefs meilleurs ouvriers de France le font, glacé, méga beau, et je sais pas pourquoi, mais il y a un truc dans le point, la mise au point de la sauce qui est très 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 pointu. J'ai mis longtemps à le maîtriser. Mais maintenant c'est maîtrisé. Et je le finis toujours avec des touches de chez moi parce que le fameux lièvre à la royale, une fois qu'il est à la française, quand je l'ai bien maîtrisé, je l'ai un peu punché à ma façon et j'ai fait tu sais, en Amérique latine, on utilise beaucoup le cacao dans les sauces et des sauces piquantes. Au Mexique, ils ont une sauce qui est très connue qui s'appelle el mole, exactement. En Colombie, on a à peu près des choses qui sont pareilles, et du coup j'ai travaillé une sauce de lièvre à la royale avec un peu d'agrumes et un peu de piment, et le résultat est dinguissime. Maintenant on va passer à l'interview aller-retour. C'est une interview dans l'interview. Ouais. Et tu vas devoir me répondre du tac au tac. Tac au tac, d'accord. Ton âge? 30. Ton signe astrologique? Capricorne. Ton plat signature? C'est compliqué, j'ai trop de restaurants, plat signature c'est difficile, on va dire le ceviche. Ton plat préféré que tu aimes manger? J'adore l'aubergine fumée de Raphaël Gomez. Le chef que tu admires le plus aujourd'hui? Pierre Gagnère. Encore. Pierre Gagnère. Encore et encore, ça sera Pierre Gagnère. Ton ingrédient préféré? Le citron vert. Ton ingrédient détesté? J'en ai plus. La papaye, j'ai eu beaucoup de mal, mais avec du citron vert, c'est très bon. Ton ustensile fétiche? Mon ustensile fétiche. J'ai mes mains. C'est mes mains. J'adore manger avec mes mains, j'adore couper avec mes mains, j'adore toucher avec mes mains, en cuisine, j'utilise beaucoup mes mains. Ton dernier meilleur repas? Chez Pierre Gagnère, la semaine dernière. J'ai mangé la semaine dernière chez Pierre Gagnère et c'était magique. Emmanuel Renaud. Il y a 1 an. Exceptionnel. Le resto que tu aurais aimé ouvrir? Un restaurant de 10 places assises où je mets sur l'assiette ce que je pêche, ce que je chasse, ce que je cultive. Le meilleur compliment que l'on t'ait fait? Que c'était touchant. Et la pire critique? Qu'il n'y avait pas assez. Bon, c'est bon. C'est fini. On peut... T'as
bien répondu. C'était tellement bon qu'il n'y avait pas assez. La pire critique de ce Quand on te voit, on a l'impression que tout a été super facile pour toi. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tu as eu des moments de découragement quand tu es arrivé en France? Enfin, j'imagine que c'était pas tous les jours évident. Je pense que tu connais, je vous ai raconté, et vous connaissez un petit peu l'histoire, un Colombien qui arrive à 18 ans, sans vraiment les papiers pour travailler, sans avoir vraiment tout de son côté, sans parler vraiment parfaitement la langue, avec un rêve de rentrer dans les étoilés, avec dans la situation dans laquelle j'étais, avec le peu de moyens que j'avais. Non, c'était pas facile. Mais je pense que la vie, elle est belle comme ça. Elle est belle quand elle est dure, parce qu'on se rend compte de la valeur que les choses ont. Aujourd'hui, quand je travaillais 16, 17, 18 heures par jour, j'avais pas beaucoup de potes. Je bossais 7-7 et j'écrivais beaucoup. Et sur un carnet, un jour, j'ai écrit que quand j'étais en cuisine, ou quand j'avais ma famille proche ou au téléphone, j'avais une sensation de soulagement, une sensation comme l'accro à une drogue qui en a vraiment besoin. On va parler d'une drogue forte, de l'héroïne, tu vois, l'accro à l'héroïne qui est en train d'être sevré, qui a besoin de cette drogue. Une fois que je rentrais en cuisine ou que j'étais avec ma famille, j'avais cette sensation de soulagement, comme si j'avais ma drogue qui était ma drogue à moi, et j'oubliais tous les problèmes et tous les soucis que j'avais. Et je me souviens que j'écrivais en espagnol et je dis, je me considero adicto a esta sensación. Et le mot adicto, je l'ai repassé plein de fois. Avec mon crayon, j'ai passé plein de fois adicto. Je parlais avec ma machine à laver, hein, j'avais vraiment pas de potes. Je disais bonjour, je rentrais chez moi, je disais bonjour. Il y avait personne, mais je disais quand même bonjour parce que j'avais besoin. Et je passe plein de fois sur adicto. Mon lit était sur mon bureau parce que j'habitais dans un 8 mètres carrés, donc tout était surposé. Et je me réveille le lendemain, la bave coulante, c'est comme ça, après 3 heures de sommeil pour aller au boulot. Et le cahier était ouvert sur cette page. Et je regarde et j'ouvre les yeux, je me dis, putain, il faut jamais que j'oublie ce moment. Jamais. Et si un jour je réussis, il faut jamais que j'oublie ce moment. Et j'ai pris le cahier et j'ai été chez un client à l'époque qui était tatoueur. Je faisais des extraits dans un resto. Et je me suis tatoué le mot addict dans le dos. Et je me suis dit, il faut jamais que je l'oublie. Et du coup, j'ai les traces. Tu ne risques pas de l'oublier. Ouais, je ne risque pas d'oublier. J'ai les traces et j'ai la preuve que c'était dur et que ça n'a pas été toujours facile. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'on a j'ai eu aussi une vision de la vie très positive, hein. Même dans les pires moments et dans les moments les plus durs, j'ai toujours dit, on va s'en sortir et on va trouver une solution. Donc du coup, je pense que j'ai jamais donné vraiment l'image que c'était dur, mais c'est ça qui est bon. Et aujourd'hui, ça a un bon goût. Ça a encore plus de goût. C'est une vision de la vie aussi, hein. Faut être positif. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? Je sais pas si je me sens chef aujourd'hui. Moi, c'est difficile à répondre à cette question parce que je suis un chef qui est un peu différent à l'image de chef qu'on a. Je suis très proche de toutes mes équipes. On fête tous les anniversaires ensemble, on sort ensemble. S'ils ont des soucis, ils viennent dormir à la maison. Je suis très très proche de mes équipes. C'est plus des amis. C'est comme ma famille. Hein. J'ai pas de famille ici, donc du coup je passe plus de temps avec eux qu'avec n'importe qui. Je me suis senti chef le jour où on cuisine. Quand j'ai ouvert mon premier restaurant, j'avais ma brigade. Et il y a un gamin, un des stagiaires qui est arrivé et qui m'a appelé chef. Et je lui ai dit, écoute, appelle-moi Juan. Tu sais, je me suis senti gêné. Donc du coup, ce jour-là, je pense que je me suis rendu compte, j'étais sur le fait accompli que j'étais vraiment chef, que j'étais chef propriétaire, que j'étais chez moi, que je faisais ma cuisine. Mais j'avais pas envie de donner cette image. J'avais envie de donner l'image d'un formateur, d'un père, d'un oncle, d'un grand frère. Et c'est ce que je fais dans tous mes restaurants. Personne m'appelle chef, moi on m'appelle Juan. Et j'essaye d'être proche de tout le monde. Mais je pense que c'était ce jour-là, à l'ouverture de Plancha, quand ce stagiaire m'a dit chef, est-ce que l'herbe je la pose comme ça? Je me suis dit merde, il me voit comme chef. Appelle-moi Juan. Mais ouais, ça vient de là, je pense. Et est-ce que être chef c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose que tu construis? Je pense qu'il y a des facilités quand t'es un peu
meneur, ça peut t'aider dans ta carrière de chef, dans ton métier. Aujourd'hui, j'en connais plein qui sont pas meneurs, qui sont plutôt timides, qui sont des très grands chefs et qui n'ont pas de mal à ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Là, pour moi, le succès, c'est 95% de travail et 5% de chance et de talent. Donc, ça se travaille, ça se construit. Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinier, restaurateur, chroniqueur télé, entrepreneur? Je dirais que je me sens plus cuisinier. Parce que si j'étais pas cuisinier, je serais pas chef. Si j'étais pas cuisinier, je serais pas chroniqueur. Si j'étais pas cuisinier, je serais pas avec vous ici. Je serais pas tout ce que je suis. Donc cuisinier, c'est là où je me préfère. Et je suis plus à l'aise derrière mes fourneaux que derrière les caméras. Donc non, derrière les caméras, ça se passe bien aussi. Justement, quand on tape ton nom sur Google, on voit plein de photos de toi avec ta chérie. Donc je précise, c'est Laurie Tillman, Miss France 2011. Donc on vous voit à Roland Garros, on vous voit au Festival de Cannes. Mais en fait, on nous voit assez peu en tenue de cuisinier. Est-ce que tu cuisines encore quand même? C'est un peu le problème des médias. C'est que des fois, ce qu'ils vont, c'est pas vraiment ce qui est vrai. Cannes, c'est une fois par an. Roland Garros, c'est une fois par an. Mais il y a 365 jours par an et il y a 360 où j'ai ma veste ou mon tablier, pas forcément une veste, mais mon tablier, où je cuisine. Et mais ce qu'ils vont, c'est ces photos jolies à côté de ma femme qui est une figure un peu publique, assez connue et donc du coup oui ça vend un peu. Donc c'est pour les premières photos qui sortent. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas heureux si je suis pas cuisinier. Aujourd'hui, dans chaque restaurant, j'ai un chef qui fait la cuisine. C'est les mêmes personnes qui font la cuisine quand je suis là que quand je suis pas là. Mais c'est moi qui s'occupe de toute la partie événementielle, de tous les événements en extérieur. Et à chaque fois que je suis dans un restaurant, je fais du terrain et je rentre dans mes cuisines et c'est ça que j'aime. Et tu mets la main à la pâte tout le temps. Et c'est ça que j'ai besoin. Cuisine tous les jours. Tous les jours. Et toutes les cartes, c'est moi qui les fais. On collab avec tout le monde parce que j'aime être une grande équipe de brainstorming. Mais sans ma cuisine, je suis rien. Je suis perdu. Je suis addict. Faut pas oublier ça. En tout cas, tu as l'air de bien gérer la médiatisation, même peut-être d'aimer ça. Je pense que c'est quelque chose qui ne me dérange pas. C'est quelque chose dont il faut aujourd'hui savoir s'en servir pour faire fonctionner ces restaurants. Ça fait partie, que ça soit les réseaux, que ça soit les médias, que ça soit tout type de communication est important aujourd'hui dans le business. Comme je vous l'ai dit, et comme je le répète, j'ai une double casquette. Je suis chef, je suis cuisinier, et en même temps, je suis entrepreneur. Donc, je fais aussi ce qui est de mieux pour mes restaurants et les médias et cette partie un peu de devenir un peu connu, d'être un peu à la télé, de faire ce genre d'événements est important pour moi et c'est important pour mes restaurants. Du coup, on essaye de l'entretenir. C'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que j'ai l'impression de maîtriser assez correctement. J'ai des bons retours, les gens qui me suivent, les gens qui regardent un peu ce qu'on fait sont assez contents. C'est toujours cohérent. Je vais pas faire des choses que je n'aime pas juste pour de l'argent ou juste pour du marketing. J'essaie de garder une philosophie qui est intacte et qui est correcte et ça fonctionne. Donc oui, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? Est-ce que c'est des étoiles ou autre chose? Oh non. Non, je suis pas du tout à la course des étoiles. C'est marrant, mais je disais, c'est un peu méchant, mais je préfère avoir un restaurant plein qu'un restaurant plein d'étoiles. Il y a des gens qui passent tellement de temps à courir derrière ça qu'ils oublient des fois ce qui est vraiment important et c'est que la table c'est un lieu de partage et c'est un lieu de bonheur. Donc quand tu te mets trop à la poursuite des étoiles, ça devient un peu aujourd'hui sur Paris, ça arrive énormément avec beaucoup de chefs, j'ai le droit à dire des gros mots ou des non mais ça devient un peu un concours de bites. Pardon mais c'est ça, hein, ça devient un peu les chefs pour voir qui est meilleur que l'autre. Qui a la plus grosse étoile. Oui, qui a la plus grosse étoile, qui a les plus grosses maracas. Moi, et c'est ça qui m'a approché autant des chefs. C'est que les gens se sont rendus compte, en fait, que moi,
à la quête, pas vraiment d'étoiles, je suis à la quête de créer des restaurants, créer des lieux de partage, de convivialité, des lieux qui sont cool. Quand tu vois, les gens qui viennent me voir, c'est Michalak, c'est Piège, t'as plein de chefs qui viennent et qui sont contents chez moi et qui passent un bon moment et qui se prennent pas la tête. Et je suis pote avec Emmanuel Renaud et je suis pote avec et c'est à la cool. Et en même temps, je suis pote de Denis, de Akram, de Raphaël Gomez, d'Amandine Chéniaud, de Béa. Je me prends pas la tête et je me prends pas au sérieux et je fais mon métier avec amour et c'est ça qui est important pour moi. Donc du coup, je suis pas à la quête des étoiles. Je suis loin de là. C'est pas que j'aimerais pas faire de la gastronomie et refaire de la gastronomie un jour. Je pense que j'avais envie de me faire plaisir, de créer des lieux de partage et des lieux de vie, plus que mettre ma cuisine en avant. J'avais envie de mettre mes équipes et des concepts en avant. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Quoi d'autre me fait courir? Le sport me fait courir. J'adore courir. Ma femme me fait courir. Mais non, c'est pas les étoiles. C'est la joie. C'est la joie et c'est les rencontres humaines. C'est ça qui me booste. C'est déjà bien. Ouais. Beaucoup. L'interview touche à sa fin et on a faim. Est-ce que tu aurais une recette toute simple à nous donner? Une petite recette que j'adore, que j'ai fait hier au restaurant Yaya. C'est dans une assiette plate, je vais étaler du tarama. Au-dessus, je vais poser quelques petites sucrines, un peu d'endive, un peu de trévis, quelques segments de pamplemousse ou mandarine, un peu de coriandre, quelques filets d'huile d'olive, un petit peu de croûton bien croustillant et on se régale. C'est le voyage des papilles en Grèce. Merci Erwan. Merci à toi. Pour goûter ce qu'il met dans sa poêle, vous avez le choix. Direction Limone, à l'Hôtel Marignan, à 2 pas des Champs-Élysées, Plancha et Levin, à Boulogne-Billancourt, Maya à Ville d'Avray ou Yaya à Saint-Ouen. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.